Bonsoir et bienvenue à toutes et tous, ravis de vous retrouver pour ce club estival de 28 minutes avec nos clubistes toujours aussi avides de débat, dans la bonne humeur bien sûr. On parlera notamment des droits de douane imposés aux produits européens à destination des États-Unis, 15%. L'Europe se divise avec des Français vent debout contre cet accord, quand Trump, lui, plastronne. You know, we're taking in literally trillions of dollars for the country. This is making our country very rich and respected again. All of the NATO countries, essentially, they said that we were a dead country. 1 year ago, we were a dead country. Now we're the hottest country in the world. Alors, le président américain a-t-il gagné la partie? Ou Emmanuel Macron a-t-il encore les moyens de changer la donne? Son rêve d'une Europe puissante s'est-il évanoui? On en débattra. Puis, avec son histoire de la semaine, Reza Pounewachi nous racontera le parcours de cette femme hors du commun qui inscrit dorénavant l'Afrique dans le cyclisme mondial. Quant à notre invité, il nous conduira ce soir dans ces routiers sympas. Vous les connaissez, ils bordent nos départementales, nos nationales, ces restaurants si différents et attachants. Eh bien, Guillaume Blot en a tiré un formidable livre de photos plein phare, vous verrez. Voilà, vous avez une partie du programme, on y va. Et pour m'accompagner ce soir, Julia Vanels, bonsoir à vous. Bonsoir. Frédéric Seyss également, bonsoir. Avant de partir en vacances, ils sont fidèles au poste. Merci à nos 3 clubistes aussi d'être présents ce soir. Blanche Leridon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Votre livre, Le Château de mes sœurs, archéologie de la sororité, est paru aux éditions Les Pérégrines. À côté de vous, Thomas Porcher, bonsoir Thomas. Bonsoir. Économiste, professeur à la Paris School of Business et membre des économistes atterrés. Votre dernier livre, je le cite, Le vacataire expérience vécue de la précarité à l'université, est paru chez Stock. Ça doit parler à beaucoup de monde, bien évidemment. Et enfin, comment faire sans Jean Quatremer? Le voilà, il est là. Mesdames et messieurs, correspondant européen de Libération, il nous éclaire. Liberation. OK, you want it to in English? OK, if you want, in English. In espagnol, Libération. Et au pupitre, Marie Morel et sa tablette magique. Bonsoir Marie. Bonsoir. Vous illustrerez notre émission de vos beaux dessins. Frédéric, première actualité de la semaine, la Russie qui continue de frapper l'Ukraine malgré les menaces américaines. Oui, Donald Trump juge écœurantes les frappes russes contre l'Ukraine. Vous avez vu 31 personnes tuées à Kiev, plus de 159 blessés. Manifestement, le Kremlin n'est pas décidé à courber les chines malgré les menaces du président américain. Faute de cessez-le-feu conclu d'ici une semaine, Donald Trump affirme qu'il s'en prendra à la machine économique de Moscou, notamment en imposant des droits de douane substantiels aux pays qui achètent du pétrole russe. Chaque ultimatum est un pas vers la guerre, rétorque Dmitri Medvedev, c'est l'ancien président russe. Jean Quatremer, jusque-là, les États-Unis, Donald Trump en particulier, semblent totalement impuissants, indécis sur ce dossier. Ce n'est pas une surprise, à part pour Donald Trump. On savait depuis le début que jamais Vladimir Poutine ne renoncerait à annexer purement et simplement l'Ukraine et à se débarrasser de l'idée même d'une Ukraine. Je veux dire, il n'y a que Trump qui l'a cru. Et il l'a baladé pendant plusieurs mois, donc depuis sa prise de fonction le 20 janvier dernier, mais il n'a absolument pas renoncé. La guerre continue, vous voyez, et ça ne s'arrêtera pas. Il continue de gagner du terrain, d'ailleurs. Voilà, et je pense que là, pour les Européens, la question elle est moins américaine qu'européenne. Les Américains n'ont pas envie de s'engager sur le terrain, je peux comprendre, c'est loin, ils viennent de faire une série de guerres qui sont plutôt mal terminées, depuis, on va dire depuis la guerre de Corée 1950, les autres guerres ont été pas très moralement justifiées et ont été plutôt perdues, donc ils n'ont pas envie d'aller en Ukraine. Mais nous les Européens, on doit aider l'Ukraine, parce que si on n'aide pas l'Ukraine, y compris en envoyant nos armées sur le terrain, tout le monde sait que dans 5 ans, on aura une guerre avec la Russie. Je veux dire, ce qui se joue là, c'est exactement ce qui s'est joué, je dirais, en Europe en 14-18 et en Europe en 39-45. Si les Américains n'avaient pas envoyé des hommes sur le terrain, on perdait la guerre. Alors, c'est aussi simple. Est-ce que Trump est aussi en train de changer de braquet quelque part et les Européens sont-ils aussi en train de le convaincre de ce qu'est réellement Poutine, puisque maintenant il donne un ultimatum? Oui, alors le poids de ces ultimatums et de ces comptes à rebours, on sait à quel point il est réduit aujourd'hui. On connaît les délais que s'étaient fixés avant même le début de son mandat, Donald Trump, sur la résolution de ce conflit, et bien sûr qu'il n'y est pas arrivé. Et puis là, je crois qu'il y a, disons, un contexte un peu défavorable aussi en défaveur de l'Ukraine, parce qu'on a une surfocalisation en ce moment des opinions publiques internationales plus
plutôt sur Gaza, sur la reconnaissance d'un État palestinien en septembre. Et en plus de ça, il y a quand même eu la loi très malheureuse et controversée de la semaine dernière qui visait, vous savez, à réduire l'indépendance des agences anticorruption en Ukraine, qui a été très très critiquée au sein même de la société ukrainienne. Et c'est vrai que la corrélation de ces deux événements, à la fois une focalisation des opinions publiques internationales plutôt sur la Palestine, Gaza et Israël, et en même temps un affaiblissement interne et extérieur de Zelensky, couplé en plus, mais là je regardais encore, 18e paquet de sanctions européens. Pour quel résultat? 18 paquets de sanctions. Et donc c'est là où, effectivement, comme vous le disiez, c'est plutôt avec des sanctions secondaires, donc qui viendront impacter ceux qui achètent encore des hydrocarbures, dont on sait que c'est vraiment l'achat d'hydrocarbures russes qui permet de financer la guerre en Russie. C'est plutôt là-dessus qu'il faut aller. Et vous parliez de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui demande pas seulement des sanctions, mais désormais un changement de régime en Russie. And I believe Russia can be pushed to stop this war. It started it, and it can be made to end it. But if the world doesn't aim to change the regime in Russia, that means even after the war ends, Moscow will still try to destabilize neighboring countries. Bon, Thomas Porcher, changer le régime, objectif qui semble très ambitieux pour faire dans la litote, alors que les sanctions, jusqu'à présent, n'ont pas l'air de fonctionner. Oui, elles fonctionnent un peu, mais c'est vrai qu'au départ, certains commentateurs avaient dit que l'économie russe allait s'écrouler. Oui. Et force est de constater que même s'il y a eu un impact quand même négatif, il ne faut pas le nier, il y a eu quand même un impact négatif, elle a réussi à réorienter ses flux pétroliers, même ses flux gaziers en les liquéfiant. Donc elle résiste malgré tout. Et ce qui est étonnant, c'est que moi je pense que Vladimir Poutine, il sait très bien que Trump, même si il fait des effets de manche, il n'a pas vraiment envie de s'engager là-dedans. Donc je pense que là, il est en train de chercher une réponse qui pourrait donner un petit peu l'impression que Trump n'est pas complètement humilié et que quelque part, il a gagné gain de cause, mais il va poursuivre le conflit. Donc pas de cessez-le-feu à venir, justement. C'est pas la dernière offensive pour vous, Jean Quatremer, de Poutine, pour arriver justement le 8 à un accord avec Trump qui reste quand même l'homme avec qui il discute. C'est-à-dire, en 1943, les Alliés, justement, avaient envisagé une négociation avec les nazis. Puis finalement, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas négocier avec eux. Et c'est là où ils ont exigé une capitulation sans condition. Je veux dire que là, c'est ce que les Américains sont en train de comprendre. Il faut que Poutine capitule sans condition et évacue sans condition l'ensemble du territoire ukrainien. Sur les sanctions, juste un mot si vous me permettez, c'est quand même que là, ça marche parce que le seul porte-avions encore qui était encore disponible en service russe, eh bien désormais, ils ont décidé de ne pas le rénover parce qu'ils n'ont plus les capacités de rénover le porte-avions. Donc une puissance mondiale sans porte-avions. Nous en avons un, les Américains en ont une quinzaine, etc. Ils n'ont plus de porte-avions. C'est ça la réalité. Donc ils ont du drone bon marché. C'est ça la puissance russe. Jean Quatremer, vous évoquez justement ce risque avec les États-Unis. Blanche Léridon, aujourd'hui, Vladimir Poutine, il s'est exprimé, il dit qu'il veut une paix durable, mais que les conditions russes ne changeront pas. Donc ça veut dire que dans une semaine, en fait, il ne va rien se passer. Bien sûr, ça, a priori, il ne va rien se passer. Et encore une fois, je trouve assez incompréhensible cette rhétorique de Trump autour des comptes à rebours. En termes de communication, c'est vrai que c'est assez percutant. Enfin, en même temps, il a été piqué vif par la déclaration de Medvedev, l'ancien président russe qui a menacé de guerre l'Amérique. Et de la communication et beaucoup de rhétorique et beaucoup du jeu là-dessus, mais on peine à voir une issue là dans les jours qui se profilent. Il y a aussi peut-être du côté Trump une volonté de détourner l'attention sur d'autres sujets, l'affaire Epstein notamment, dont on sait à quel point elle commence à l'éclabousser au sein de son pays. Et puis il est très occupé avec les droits de douane aussi. Donc on doute que le conflit soit résolu, malheureusement d'ailleurs, d'ici 8 jours. Merci Blanche. Un premier dessin, chère Marie. Oui, alors l'ultimatum américain, c'est allez, la Russie, on donne la papate. Pas sûr qu'elle obtempère. Merci Marie. On passe à votre duel de la semaine, Frédéric. Un duel au sein même de la droite française. Attention au sang sur les murs. Oui, Benjamin, à ma gauche, Rachida Dati, 59 ans, la ministre de la Culture. À ma droite, Michel Barnier, 74 ans, l'ancien et fugace Premier ministre. Alors au centre de ce duel et de leur convoitise à tous les deux, un siège de député dans les beaux quartiers parisiens, réputé imperdable pour la droite, siège libre puisque l'élu sortant a été déclaré inéligible. L'élection aura donc lieu d'ici le mois d'octobre. Cette semaine, c'est Michel Barnier qui a été choisi officiellement par le Parti Les Républicains, par la droite, et non pas Rachida Dati. Alors la ministre de la Culture paye-t-elle
son ralliement au macronisme ou bien ses ennuis judiciaires. Vous savez qu'elle est renvoyée en procès pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire Renault. Fidèle à sa réputation, Rachida Dati a en tout cas décidé de passer à l'attaque. Elle dénonce le parachutage de Michel Barnier. Elle l'accuse d'avoir des ambitions présidentielles et de se servir de cette élection législative comme un simple marchepied vers 2027. Je serai, quoi qu'il arrive, candidate, affirme la ministre de la Culture dans le journal Le Parisien. Alors que répond l'ancien fugace Premier ministre, comme vous dites, Michel Barnier? Alors il aurait pu, c'est vrai, lui aussi se montrer assez offensif. Il aurait pu dire, rappelez-vous, Rachida Dati elle-même a été parachutée par Nicolas Sarkozy, devenu maire du 7e arrondissement, très cossu à Paris il y a quelques années. Mais non, l'ancien négociateur du Brexit a choisi la diplomatie à mots couverts. Il salue Rachida Dati dans Le Figaro, élue compétente, élue respectée, dit-il. Je ne serai pas candidat à la mairie de Paris. Attention, il tente d'apaiser sa rivale qui, elle, vous le savez, compte ravir à la gauche la mairie de Paris l'an prochain. Alors je dis bien tentative d'apaiser parce que ses propos n'ont pas du tout calmé Rachida Dati, aux grandes dames d'ailleurs des figures nationales de la droite. Halte au feu, implore par exemple Valérie Pécresse. Bien sûr, la candidature de Michel Barnier me paraît tout à fait légitime, mais je pense qu'il faut trouver un accord avec Rachida Dati. Je pense qu'elle est de très loin la mieux placée pour faire gagner Paris. Et donc, il y a encore un peu de temps. Je crois que cet accord est possible et je pense qu'il faut qu'on aille négocier très très vite avec Rachida Dati un accord gagnant-gagnant, législatif contre municipal à Paris. Alors un accord gagnant-gagnant, est-ce encore possible? Entre Barnier et Dati, il ne se joue pas seulement une opposition de style, avec elle d'un côté détonnante, lui plutôt placide. Ce n'est pas non plus seulement une querelle d'affinité politique, lui le chiracien gaulliste, elle la sarkozyste. C'est aussi un duel entre deux conceptions de la droite, celle qui s'est ralliée à Emmanuel Macron. Rachida Dati avait d'ailleurs rendu sa carte, souvenez-vous, du parti LR avant de la reprendre tout récemment. L'autre qui refuse tout alignement, persuadé qu'après le macronisme reviendra le temps du bon vieux clivage gauche-droite. Thomas Porcher, Rachida Dati est menacé par les affaires, Michel Barnier en quelque sorte est menacé par l'oubli. Tous les deux jouent leur survie avec cette élection. Je pense que c'est le jeu politique. Là. Vraiment, là, on a typiquement le jeu politique. Parce que vous avez bien dit qu'il y en a une qui pense que l'avenir de la droite se joue dans le macronisme et quelqu'un d'autre qui pense que le macronisme est une parenthèse et qu'après la droite reviendra. Mais il a quand même été Premier ministre de Macron, quand même, et désigné par Macron. Donc, moi, je suis assez fasciné par cette capacité qu'ont les politiques à constamment revenir et à trouver des portes pour revenir. À gauche comme à droite. Monsieur Hollande a réussi à revenir sur une forme de malentendu et puis là, il pense à la présidentielle. Là, il y a eu un court espace où il a été Premier ministre et il pense encore à la présidentielle. C'est assez derrière se joue déjà la présidentielle en filigrane. Et avant même la présidentielle, les municipales de 2026. Et c'est vrai que moi, je suis fascinée aussi par la capacité et la tendance un peu autodestructrice de la droite à Paris. Souvenez-vous, 2001, Philippe Séguin, Jean Tibéry, c'est à cause de ces guerres fratricides à droite que les socialistes avaient réussi à remporter la capitale. Donc c'est vrai que si c'est un avant-goût de ce à quoi ressemblera l'élection municipale de 2026, dont on sait que dans les rangs à la fois des macronistes, d'une droite plus sociale, d'une droite plus différente, on voit que là c'est vraiment cet enjeu-là et que rien n'est gagné ni d'un côté ni de l'autre. Mais Jean Quatremer, ça veut dire que la gauche a un petit espace, là, un trou de souris? Mais cette histoire m'intéresse. mais je vais vous dire franchement, je m'en fous et je pense que 99% des Français s'en foutent. C'est pas le sujet aujourd'hui. Je veux dire que des has-beens de la droite s'affrontent, mais franchement, c'est pas le sujet. LR, c'est rien, ça n'existe plus. Ça va quoi, cette politique politicienne. C'est quand même le destin de la capitale qui se joue. Et derrière, non, vous ne pensez pas qu'il y a une partie de la présidentielle? Mais la capitale, c'est pas la France. Faut arrêter avec ça. Je veux dire, là, c'est vraiment des discours qui sont à l'intérieur du périph'. Moi, ça me fatigue. Bon, d'accord. Ah bah très bien. On va parler justement du maillot anti-parisianiste. Le voilà, le nouveau Jean Quatremer. Les municipales à Paris qui ont inspiré Marie. Oui, alors les municipales à Paris, pas mal cette nouvelle saison. À la fin, ils vont tous en prison, c'est ça? On verra à la fin de la saison. Merci Marie. C'est l'heure de la une internationale pour ces 1000 jours à la tête du gouvernement italien. Et ça va intéresser Jean Quatremer, Giorgia Meloni en couverture du Time qui s'interroge. Quelle direction la première ministre italienne fait-elle prendre à l'Europe? Selon le magazine américain qui l'a rencontrée, eh bien Meloni est devenue à 48 ans l'une des personnalités les plus fascinantes d'Europe, dit le magazine. Elle aurait façonné un nouveau type de nationalisme, je cite, populiste, identitaire, mais attaché
aux alliances européennes et occidentales. La chef du gouvernement italien rejette une fois de plus les accusations de fascisme, mais le Time ne manque pas de pointer les attaques contre la démocratie, contre les médias notamment, et avec un encadrement plus strict de la justice, une forme de Mélanie, toute en ambiguïté, en somme. Alors Jean Quatremer, justement, c'est quoi? C'est du nationalisme soft ou alors c'est une nouvelle forme de droite conservatrice? Moi, je pense que c'était vraiment une nouvelle forme de droite conservatrice. J'ai cru longtemps que c'était une sorte de fascisme soft quand elle est revenue, parce que sa campagne électorale, et puis je dirais que son ADN politique, son héritage politique, c'est quand même l'extrême droite fasciste italienne. Et vous êtes laissé séduire facilement, alors diront certains gens. Elle m'a totalement étonné, parce que, sur l'Ukraine, elle a été impeccable depuis le début. Sur tous les dossiers européens, elle a joué la solidarité. Sur les droits de douane avec Trump, elle a rejoint la majorité. À chaque fois, elle est suffisamment intelligente, c'est-à-dire elle intervient dans les conseils européens pour évidemment peser sur la décision, mais elle se ralliera toujours à la majorité, elle ne bloquera pas. Ce n'est pas une Britannique, c'est encore une fois, une Italienne qui sait qu'elle est quelque part, je dirais, de l'huile dans les rouages européens. Sur l'aspect économique, Thomas Porcher, alors on parle parfois dans la presse d'un miracle économique italien, elle a réduit les déficits, etc. Il faut dire qu'elle doit cela en partie au plan de relance européen post-Covid, au fond, aux subventions qui ont été versées largement à l'Italie. La première chose, je n'y crois absolument pas au miracle italien. Alors pas du tout. Quand on regarde que le PIB, par exemple, ça a beaucoup fait couler d'encre que le PIB par habitant italien était au-dessus du PIB par habitant français, c'est surtout dû à des problèmes démographiques. C'est des problèmes démographiques qui sont en perte de vitesse, ils ont leur population qui diminue depuis une dizaine d'années, et donc ce qui explique que le PIB libellé par habitant fait qu'il augmente. C'est pas le PIB, c'est pas la croissance économique qui a fait que ça a augmenté. Et puis quand on regarde un certain nombre d'indicateurs, par exemple, les jeunes diplômés italiens, diplômés de grandes études, continuent à émigrer, ils quittent leur pays. Et ça veut dire que le pays n'est pas en bonne santé. Je veux dire, c'est pareil pour le Portugal et c'est pareil pour la Grèce, soit dit en passant. Donc le miracle économique, il y a des très fortes inégalités également entre le Nord et le Sud. En même temps, il y a une stabilité politique en Italie qu'elle n'a jamais eue. Oui, mais alors écoutez, moi je pense que l'extrême droite aujourd'hui, cette nouvelle extrême droite, a les forces du business, du capital avec elle. Et c'est ça qu'ils font. D'ailleurs, c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui, elle peut faire la couverture du Point, du Times, etc. Parce qu'aujourd'hui, l'extrême droite est devenue fréquentable. Blanche. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'attaque pas aux forces de marché. C'est une extrême droite pro-européenne. C'est pas une extrême droite qui veut sortir de la zone euro comme Philippot et Marine Le Pen. Alors justement, ça peut inspirer Marine Le Pen en France ou mais c'est Jordan Bardella si c'est lui qui est candidat. Aujourd'hui, déjà, Giorgia Meloni, elle n'est pas dans le même groupe au sein du Parlement européen que le groupe de Jordan Bardella et Marine Le Pen, qui sont eux dans le même groupe Corban. Et son groupe est le seul à ne pas être affecté par le cordon sanitaire. C'est-à-dire que le groupe des conservateurs réformistes européens auquel appartient Giorgia Meloni est un groupe qui a accès à des postes de rapporteurs et beaucoup plus impliqué dans la discussion européenne au Parlement. Mais c'est intéressant. L'article du Times est vraiment intéressant parce qu'il est nuancé. C'est vrai qu'en France, il y a une espèce de complaisance un peu étonnante depuis quelques semaines. Tous les titres des journaux, effectivement, le miracle Meloni, etc. Même les journalistes de Libération. Et vraiment, j'invite tous nos téléspectateurs, s'ils le peuvent, parce que je crois que l'article n'est pas en accès libre, mais à lire ce portrait qui est vraiment dans la nuance et qui montre à chaque fois ce qui a été fait de positivement et au contraire. Et il y a peut-être un élément qui manque, c'est sur la question migratoire. Parce que là, je voyais dans Courrier International, il y avait un article qui montrait qu'en réalité, les chiffres ne baissent pas et que là, depuis le début de l'année, vous avez plus de 23 000 entrées irrégulières de migrants sur le sol italien, ce qui est une augmentation par rapport à l'année dernière. Vous avez 10 secondes pour vous défendre sur l'immigration. Sur ce qu'a dit Frédéric. Elle a régularisé 1 million de clandestins. Elle a fait exactement la politique inverse de celle de Le Pen. Donc effectivement, on peut être séduit. Mais par ailleurs, en interne, comme vous l'avez dit, en interne, ça reste quelqu'un de très dur. Merci Jean, vous avez respecté les 10 secondes, vous êtes parfait. On va demander à Marie ce qu'elle pense de Giorgia Meloni, où elle mène l'Europe. Oui, alors ça, du coup, clair pour vous, on se demande où est-ce qu'elle mène l'Europe. Par là-bas. C'est dit. Frédéric, on ouvre votre deuxième dossier de la semaine, les droits de douane et une Europe divisée face à Trump avec des Français remontés comme des coucous. Oui, Emmanuel Macron n'a pas caché sa mauvaise humeur, effectivement, après cet accord conclu entre l'Union européenne et les États-Unis. 15% de surtaxe, on l'a dit, pour presque toutes les marchandises européennes exportées sur le marché américain. Nous n'avons pas été assez craints, a estimé le chef de l'État, mais nous n'en resterons pas là, dit Emmanuel Macron. Thomas Porcher, cet épisode vient en quelque sorte briser, j'allais dire, le rêve ou le mythe d'une Europe puissance qui serait assez forte désormais pour rivaliser avec les États-Unis. Oui, je pense que c'est plutôt un mythe en fait, parce que l'Europe c'est une somme d'intérêts divergents. On le voit bien dans le marché unique, il y a des pays qui baissent la fiscalité pour prendre les sièges sociaux de leurs voisins, etc. Et donc l'Europe a toujours du mal à parler d'une seule voix.
Et c'était, je veux dire, il suffisait de lire les négociations sur le traité transatlantique, le fameux TAFTA, il y a quelques années. On voyait bien aussi que les Européens arrivaient en ordre dispersé. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que chaque pays essaye de préserver ses intérêts et donc ils ont du mal à parler d'une seule voix. Et après, la deuxième chose, je terminerai juste là-dessus, c'est est-ce qu'il fallait rentrer dans une guerre commerciale? Est-ce que ça n'allait pas être plus douloureux pour nous de rentrer dans cette guerre plutôt que de laisser passer et d'attendre les mi-termes Alors, Blanche-Marie, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je serais assez nuancée quand même, parce que je trouve je suis assez sidérée par l'état des réactions suite à l'annonce. Il ne faut pas oublier, vous l'avez dit, on est dans une guerre commerciale. On n'est pas dans le contexte d'un accord en bonne et due forme, avec des partenaires qui se mettent autour d'une table et qui veulent négocier. Non, on est dans une guerre qui a été ouverte de façon arbitraire et unilatérale par Donald Trump. Donc partant de là, oui, les Européens ont fait du mieux qu'ils ont pu, et bien sûr, le résultat, il est loin d'être satisfaisant. Il n'est pas si terrifiant quand on compare aux autres, les 39% pour la Suisse, les 50% pour le Brésil, les 35% pour le Canada. C'est qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix, et d'une certaine manière, alors il y a un certain nombre de secteurs, vous l'avez dit, l'aéronautique, certains minerais, certains produits pharmaceutiques qui sont épargnés. Et encore une fois, ce n'est pas un accord commercial. C'est pas comme le Mercosur, c'est-à-dire que pour le moment, il n'est pas contraignant pour les États. On parle beaucoup des droits de douane, mais il y a aussi un autre élément dans l'accord, entre guillemets, c'est les obligations d'investissement des Européens dans l'énergie américaine. Ça, ce n'est pas contraignant. C'est-à-dire que Donald Trump en est extrêmement fier. Il a fanfaronné là-dessus sur les communiqués de la Maison-Blanche, mais ça ne nous engage en rien. Et pour le moment, il n'y a pas de document. Donc pour le moment, on ne sait pas ce que c'est que cette... On sait juste qu'il y a un décret présidentiel qui a été signé, c'est tout. Vous avez utilisé l'expression « accord » entre guillemets. Il y a une personnalité qui est d'accord avec vous, c'est l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Pour lui, il ne s'agit pas d'un accord, puisque ce texte n'est pas réciproque. Je rappelle que nous sommes le second marché au monde, après les États-Unis. On est donc la première puissance économique hors États-Unis. Nous avons donc, comme les autres, subi, encore une fois, non pas un accord, mais ces demandes, l'imposition de ce qu'ils souhaitaient. Cet accord, il est déséquilibré, il est fait, c'est dit du reste, c'est revendiqué dans l'intérêt exclusif des États-Unis d'Amérique. Jean Quatremer, si on écoute Thierry Breton, c'est presque une capitulation. Ça rappelle étrangement les traités inégaux que les puissances occidentales ont imposés à la Chine et aux pays asiatiques au XIXe siècle. Ça se paye aujourd'hui, un siècle plus tard, ça se paye. Parce qu'en réalité, effectivement, nous n'avons rien obtenu. Non seulement nos exportations seront taxées, mais on va baisser une partie de nos barrières douanières pour laisser entrer une partie des produits. La seule chose qu'on pouvait faire, c'était de riposter. Et on pouvait pas. Est-ce qu'on pouvait. Pourquoi on n'a pas mis 50% sur le coca ou des choses comme ça? Oui, ça aurait eu un effet. On pouvait très bien le faire. Parce que le problème, c'est au moment où les Chinois ont donné un uppercut du droit à Donald Trump en montant leurs droits de douane. À ce moment-là, on aurait dû se concerter avec les Chinois pour balancer un uppercut du gauche à Trump. Et donc adopter les deux paquets de sanctions qui étaient sur la table. 21 milliards de dollars, 72 milliards de dollars. En gros, 100 milliards de dollars de produits américains qui auraient été surtaxés. Et on l'a pas fait. On l'a pas fait. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait? Parce que Ursula von der Leyen, qui est un vrai problème aujourd'hui en Europe, elle est allemande, la présidente de la Commission, elle est allemande, elle ne fait quelque chose que si Berlin lui en donne l'autorisation. Et les Allemands voulaient protéger leur secteur automobile. Voilà. Vous n'appréciez pas ça. Une question. On a entendu la réaction de Thierry Breton, Thomas Porcher. La réaction politique en France peut-être la plus marquante, c'est celle de François Bayrou, qui a quand même utilisé les termes jour sombre et soumission. Est-ce que selon vous, l'idée c'est pas d'éviter en fait de laisser ces sujets-là au Rassemblement national 2 ans avant la présidentielle? Alors, oui, peut-être, mais je pense qu'il faudrait aussi que l'Europe apprenne de ses erreurs. C'est-à-dire que l'Europe s'est tournée quand même vers les exportations. Nous avons un excédent et même on a par encouragé rapport aux réactions politiques françaises. Oui, mais on a quand même un certain nombre de pays qui ont voulu se tourner vers des excédents et les excédents, les exportations, c'est la dépendance de l'extérieur. Or, la croissance aujourd'hui, elle est tirée par 3 choses. Les exportations, mais elle peut être tirée aussi par la consommation et l'investissement. Et donc peut-être faudrait revoir la consommation au niveau européen qui est en berne. L'investissement également, c'est le rapport Draghi qui le dit. Donc nous avons d'autres moteurs de la croissance que nous avons laissés de côté. Alors après, on peut faire toutes les agitations politiques une fois qu'on n'a pas tenu compte des problèmes qui ont amené à ça. Mais la réalité, c'est qu'il faudrait peut-être envisager un tournant un petit peu de politique économique en Europe. Et précisons juste en un mot que les premiers sanctionnés, a priori, ce seront les consommateurs américains, puisque c'est eux qui vont payer le prix. On verra le résultat. C'est ça. Merci à tous les trois. Une illustration, un dessin. Marie, pour vous, c'est assez clair. Oui, alors les droits de douane, négociation terminée. Ils sont passés où? J'aime bien les gants orange. C'est la couleur du modem de François Bayrou. Merci Marie. C'est à vous, Julia, et à votre point com, une pub américaine cette semaine qui réveille de vieux démons.
Oui, Benjamin, la marque américaine American Eagle qui a lancé sa nouvelle campagne il y a quelques jours. Je vous laisse découvrir. Sydney Sweeney has great jeans. Alors on y voit la star du moment, l'actrice Sydney Sweeney, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est celle qui joue dans les séries Euphoria notamment et White Lotus, très bonne série. Elle est en position très suggestive, hein, blonde, cambrée, dans un jean très moulant, penchée sous le capot d'une Ford Mustang. Bref, tous les clichés sexistes sont réunis. Mais ce qui fait surtout jaser aux États-Unis, eh bien, c'est le slogan de cette pub. Sydney Sweeney has great jeans. Traduction, elle a un bon jean ou de bons gènes. Parce qu'en fait, les deux mots se prononcent presque de la même manière en anglais. Le sous-entendu, c'est de dire qu'elle a un physique parfait. My jeans are blue, dit-elle aussi dans la pub. Traduction, mes gènes sont bleus, oui, parce qu'elle est blonde et aux yeux bleus. Oui, elle a un bon ADN en quelque sorte. Elle a un bon ADN, donc ça a exactement. créé une énorme polémique. Oui, tous les réseaux sociaux sont en ébullition. Benjamin, depuis plusieurs jours, la guerre est déclarée avec d'un côté ceux qui crient au scandale comme cette femme sur X. Boycott American Eagle. Do not buy them. And cancel this person, Miss Sweeney. Cancel for her being racist, for doing Nazi propaganda. Ceux qui se revendiquent plutôt de gauche pensent que cette pub, sous couvert de parler de pantalon, fait en fait la promo des théories eugénistes. Exemple de réaction sur Instagram, je vais vous les lire. C'est de la propagande suprémaciste. Est-ce que ça surprend quelqu'un? Sydney Sweeney et MAGA, Make America Great Again, on se souvient du slogan de Donald Trump. Ou encore un autre internaute, ce sont des jeans nazis MAGA boycottés. Voilà pour les internautes outrés. Mais en face, il y a les Américains en tendance conservateur, et alors pour eux, cette pub, eh bien, ça les met en joie. Je cite également, la gauche traite Sydney Sweeney de nazie parce qu'elle assume et qu'elle est blanche. Fuck les gauchistes, soutenez American Eagle. Ou encore, merci Seigneur, c'est la mort du wokisme, on t'aime Sydney. Et il y en a, Julia, qui ont manié la parodie, bien sûr. Ah oui, une parodie, regardez, sur X, ces gènes, comprenez ceux de Donald Trump, eh bien, ils sont encore meilleurs que ceux de Sydney Sweeney. D'ailleurs, le directeur de la communication de la Maison-Blanche est aussi fendu d'un tweet. La cancel culture part en vrille. L'idéologie libérale est tordue, débile et fermée d'esprit. Bref, vous le voyez, hein, Benjamin, l'Amérique se déchire autour de cette histoire de jeans. En fait, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le wokisme ne fait plus recette là-bas. Et cela, American Eagle l'a bien compris. Surfer sur ce sentiment anti-woke, diffuser cette publicité controversée sur les réseaux sociaux, c'était sans doute prémédité. La marque a bondi de près de 20% en bourse, et oui. Alors, est-ce qu'American Eagle a tout gagné ou est-ce qu'ils vont avoir un retour de bâton? On verra ça dans les prochaines semaines. Jean Quatremer, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette publicité? Est-ce qu'elle est sexiste selon vous? Mais c'est ce que je trouve totalement délirant, c'est une polémique sur une publicité comme celle-là. Je veux dire que effectivement, c'est juste la réaction de la gauche américaine, c'est de l'eau à porter à Donald Trump, au mouvement MAGA, parce que c'est ce que le mouvement MAGA a rejeté. Donc vraiment, ça montre à quel point une partie de l'Amérique... Mais non, mais oui, sexiste, raciste, nazi, une publicité, mais nom de Dieu. Donc vous montrez une blonde aux yeux bleus, vous êtes un nazi. Dire, mais dans quel monde on vit, quoi? Les gens sont dingues. Blanche Leridon, votre regard? Je suis gênée par ce type de polémique qui, effectivement, servent uniquement ceux qui sciemment les engagent, à savoir la marque qui bénéficie d'une immense visibilité et, comme vous l'avez dit, avec en plus des répercussions financières plutôt positives. Et effectivement, crier au nazisme et à l'eugénisme, je pense que c'est un tout petit peu superflu, enfin démesuré, pardon, dans ce contexte. Bien sûr, Thomas Porcher, je suis pas sûr que tu es d'accord avec... Ah non, vous êtes d'accord ou pas? Moi qui suis un jeune des années 90, quand même, donc un ancien jeune, on n'avait que des pubs comme ça. Avant, dans les pubs Calvin Klein dans les années 90, mais il y avait le contexte a changé, donc l'interprétation doit-elle changer? Non, alors ça c'est pas à moi de le dire, hein, mais ce qui m'étonne, c'est pourquoi justement des publicités comme ça font faire des bons en bourse à la marque. Est-ce que c'est parce que, justement, dans les pays riches, on vieillit et il y a une forme de nostalgie des années 90, je ne sais pas, ou est-ce que c'est parce qu'il y a un combat politique derrière? Parce qu'ils le savaient, parce qu'ils savaient qu'il allait avoir un enjeu idéologique. Est-ce que c'était prémédité? Est-ce que c'était prémédité que ça aille aussi loin? Je ne sais pas. Rappelez-vous, dans les années 80, demain j'enlève le haut, demain j'enlève le bas. C'est vrai, une autre époque. Certains vous diront c'est une autre époque, Jean. Bon. On en a beaucoup parlé à l'époque. Voilà. Et la marque... C'était la nôtre, c'est pas celle d'aujourd'hui. Enfin, c'était plutôt la vôtre, quand même. Bon. Alors, American Eagle qui vous inspire, chère Marie? Oui, alors
American Eagle dévoile sa nouvelle collection, un nouveau logo. En effet, un logo qu'on connaît tristement. Merci à vous. C'est l'heure de notre invité de la semaine, Guillaume Lot. Bonsoir, installez-vous. Bonsoir à vous. Vous avez publié ce magnifique album, Resto routier, aux éditions Webec. C'est plein phare, hein, on le voit dès la couverture. Alors, vous êtes allé à la rencontre de nos restaurants routiers, hein, de notre pays. Il y en a encore 700 aujourd'hui, il y en avait 4000, ça a beaucoup baissé. Vous en avez arpenté plus d'une centaine. On vous avait reçu sur ce plateau pour les rades. Oui, vous aviez fait un album, c'était il y a 2 ans. C'était formidable. D'ailleurs, ça a connu un très grand succès. Hein, les rades, donc tous ces cafés, ces bistrots qui disparaissent aussi, qui n'ont plus la même patine aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, c'est dans les restos routiers que vous êtes rendu. Pourquoi ce choix des restos routiers? Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que pendant ce Tour de France des rades, où j'ai pu traîner ma voiture, aller à la rencontre des rades et bistrots, le midi, le soir, pour manger. Je préférais m'arrêter dans les relais routiers, pour pas être seul, pour vraiment bien manger, et puis aussi pour prendre une douche. Et j'y voyais des scènes de vie incroyables, j'entendais des histoires vraiment qui m'ont beaucoup touché. Par exemple, donnez-nous un exemple d'une personnalité, parce que c'est ça, il y a des personnalités. Hein, et les légendes, il faut les retrouver à la fin. Vous voulez tellement les mettre en valeur que vous avez mis les légendes à la fin du livre. On a voulu faire une forme de balade en France avec Catherine Barlot, la graphiste, et Marie Bonneman, mon éditrice, pour vraiment se promener dans les relais routiers, voir toute la vie. Alors, qui vous a marqué? Dites-nous qui vous a marqué. On voyait Catherine, la chef de la cabane bambou, petit village de la Somme, à Brie-Cornéhaute, qui est une chef incroyable, qui fait des petits plats avec vraiment comme elle aime. Elle forme tout au cognac, c'est un peu sa petite manière de dérehausser un peu les plats. Et c'est une rencontre qui m'a vraiment marqué, par exemple. Frédéric. Alors, on croit tous savoir ce que c'est un resto routier, ça semble tomber sous le sens, mais il y a quand même des critères relativement précis. Lesquels? Les critères sont un grand parking, déjà, pour recevoir les camions, les douches, en tout cas les coins hygiène pour pouvoir effectivement se doucher. Et puis bien sûr une cuisine authentique, généreuse, copieuse. Pas cher. Entre 16 et 20 euros généralement. Donc c'est vraiment imbattable, entrée, plat, dessert, quart de rouge et café. Donc c'est plutôt généreux et bon marché pour la qualité que l'on peut avoir là-bas. Et comment vous... Pardon, Julia, je pensais à votre technique d'immersion, en fait, qui est un peu particulière, hein, parce que vous cachez votre appareil photo, notamment. C'est comme ça. Cadeau, oui. Vous cachez votre appareil photo et puis vous discutez comme ça avec les gens en comptoir. C'est comme ça que vous essayez de gagner leur confiance. Exactement. Je ne peux pas arriver dans ces lieux avec mon appareil et consommer l'image et prendre des photos. Le terme prendre, je ne l'aime pas trop, notamment en photographie. L'idée, c'est vraiment d'avoir un échange. D'abord, le plus humain possible au comptoir, où je passe un petit temps, ou même quand je mange à table, avec les grandes tablées de chauffeurs. Et ensuite, à un moment donné, quand il faut que j'ai fini toutes mes questions posées de curiosité, ils s'intéressent à moi un peu plus aussi. Et puis c'est là où je dis que je ne suis pas là uniquement pour manger une tête de veau, mais aussi pour capturer, en tout cas, l'essence du lieu par des images, des sons, des textes, en tout cas des témoignages que j'essaie de récolter. C'est comme ça que vous capturez cette photo de... C'est Johnny qui est... C'est Johnny en couverture, capturée par... Une magnifique photo. Fernand dit Johnny Hallyday aussi. Alors pourquoi lui? Qu'est-ce qui vous a marqué chez lui? C'était une belle rencontre un midi à l'Abbati, en Savoie, au restaurant routier Le Tarin. Il était de passage pour prendre le café et on a tout de suite sympathisé au comptoir et il a voulu me montrer son camion, sa cabine, et à un moment donné où il est monté, je lui ai dit « Johnny, bouge pas ». Et vous avez votre cliché. Je suis retourné et j'avais l'image de Johnny. Ils acceptent facilement? Ils acceptent facilement de se prêter au jeu des photos? Ils sont surpris que je m'intéresse à leur métier, à leur environnement. Ils sont quand même plutôt peu considérés aujourd'hui. Les loin, le temps de Max Meignier, on les retrouvait en prime time sur RTL dans les années 70. Donc d'avoir un photographe qui s'intéresse, qui les écoute, qui leur propose de réaliser une image un peu souvenir. Ils sont plutôt ravis ensuite et ils se laissent aller. Blanche. Cette esthétique des rades et des routiers, on voit à quel point elle imprègne aussi aujourd'hui beaucoup d'établissements parisiens qui se revendiquent une espèce d'authenticité et reprennent à la fois les codes de la déco, mais aussi les codes des menus. Les bouillons. Voilà, les bouillons, les choses comme ça. C'est quoi votre lecture de cette tendance-là? Est-ce que cette récupération, elle est pour vous bénéfique à ces établissements-là qui vont peut-être retrouver un peu de prestige, ou est-ce qu'au contraire, elles vont un petit peu aspirer leur âme? Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est surtout l'authenticité. Et elle ne s'achète pas avec une carafe Ricard ou d'autres éléments de décoration. Donc c'est hyper important. Ça prend du temps. Une authenticité, c'est insufflé par les patronnes, les patrons, les habitués. Et pour moi, c'est vraiment ça l'essence du rad, du resto routier. Et c'est ce qu'on doit avoir en tête quand on passe la porte de ces établissements.
Et des clients routiers. Et des clients, bien sûr. Et comment vous expliquez qu'il y en ait de moins en moins? Il y en avait donc, j'ai dit 4000, aujourd'hui 700. Oui. D'où vient la concurrence? C'est des modes de voyage différents pour ces professionnels? La principale raison, c'est l'essor des autoroutes. Depuis les années 70, du coup, les camions tracent et vont sur ces grands axes autoroutiers. Il y a les déviations également dans les plus petites communes qui veulent éviter le passage des camions. Il y a eu également aussi une amélioration du confort de la cabine avec l'apparition des réchauds, des frigos, ce qui fait que les conducteurs mangent dans leur cabine aussi. Alors, où est-ce que vous nous emmènerez? Dans quel routier, là, ce soir, si on devait... Je vous emmènerais bien à la table d'hôte, dans l'Aube, où on mange une superbe choucroute que j'ai photographié notamment, qui donne le sourire. Alors, moi, je vous emmène... Il y a toujours la tête de veau, mais vraiment dans ce contexte-là. D'accord. Pour moi, c'est un plat emblématique. Moi, je vous emmène à Château-sur-Epte, dans l'Eure, le relais normand. Moi, j'adore les routiers, donc j'ai adoré votre livre. Merci. Et c'est formidable, c'est délicieux. On y mange avec des burgers incroyables. Voilà, une autre adresse. Donc moi aussi, je peux vous y emmener si vous le souhaitez. Merci encore d'être venu sur ce plateau, Guillaume Blot. Resto routier, et c'est vraiment une sorte de roman graphique des routiers, des restos routiers d'aujourd'hui. On peut voir ça comme ça. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Je vous encourage à y aller. Merci. Oui, allez-y pendant vos vacances au resto routier. Un dessin, Marie. Oui, alors j'ai une suggestion de prochain sujet nostalgie, l'hôpital public et ses soins gratuits. Ah oui, ça c'est vrai que c'est pas... Alors, je sais que Guillaume Blot, il n'a pas eu le temps de nous le dire, mais il va s'intéresser aux artisans coiffeurs. Après, il me fait signe que oui, d'un peu plus loin. Bonsoir, Reza Pounewachi, merci de nous rejoindre. Eh bien, cette semaine, c'est vous qui allez nous faire découvrir l'histoire de la semaine, une femme qui fait entrer dorénavant l'Afrique dans l'histoire du cyclisme. Je vous propose de revenir au 30 juillet dernier, dans le Massif central, 165 km de course, des routes qui montent et qui cassent les jambes. Au sprint, Kim Lecourt dépose, comme on dit, demi-Vollering et reprend le maillot jaune du Tour de France féminin. Voici une image historique, jamais une Africaine n'avait dominé ainsi l'épreuve. Quelques jours plus tôt, lors de l'étape 2, elle avait déjà endossé le fameux maillot. Un exploit pour cette cycliste partie de presque rien. Son frère Olivier raconte cette semaine dans Le Parisien, on était comme des fous, on était les seuls le long de la route à crier, les gens nous regardaient bizarrement. Car aussi bizarre que ça puisse paraître, rien ne la destinait à cette gloire. Kim Lecourt, née en 1996 à Curpip, sur l'île Maurice. À 3 ans, elle contracte la malaria. Elle en réchappe, mais ce début de vie lui laisse des traces. Elle découvre le vélo à 12 ans dans un pays où le cyclisme féminin est quasi inexistant. Son père l'accompagne sur ses premières courses locales et très vite, on la décrit comme une petite boule de volonté, discrète mais incapable d'abandonner. En 2015 et 2016, elle tente sa chance en Europe. Échec. Elle abandonnait ou finissait avant-dernière à chaque course, rappelle son entourage. Rejetée par toutes les équipes, elle part vivre en Afrique du Sud avec son futur mari, le cycliste Yann Piénard. Elle songe à arrêter. Fin 2023, Yann la convainc de se remettre en selle et décide de contacter des équipes pour la recruter. Une semaine avant leur mariage, l'équipe belge AG Insurance Soudal prend le pari et là, tout bascule. 27 avril dernier, Liège, Bastogne-Liège pour les femmes. Cette course est un monument du cyclisme. Kim Lecourt s'y présente sans pression. Elle est distancée au début, revient, puis sprint et elle gagne. Elle est la première africaine, femme comme homme, à inscrire son nom au palmarès de l'épreuve. Kim Lecourt a faim. C'est un peu une folle, une malade mentale, se moque son frère. Elle ne se satisfait pas d'un podium, elle veut gagner. Depuis cette victoire, justement, l'île Maurice vit au rythme de ses exploits. Des veillées entières sont organisées pour l'avoir sprinté. Des gamins et surtout des gamines se mettent au vélo. Un engouement national que Kim porte avec humilité. Je roule pour montrer que tout est possible, même quand on vient d'une petite île. Oui, c'est incroyable ce qu'elle déclenche. Et ce qui frappe aussi, Reza, c'est qu'elle a réussi tout ça après 8 ans loin du peloton professionnel. Une histoire de persévérance, surtout. Pour ça. En fait, son parcours dépasse sa propre histoire. Il s'inscrit dans un mouvement plus large, avec Dianing Gabiré au Rwanda, par exemple, ou encore au Nigeria, et Selovina Oukpese-Raye. De plus en plus de femmes africaines percent dans le cyclisme mondial, mais Kim Lecourt est la première à briser le plafond de verre avec cette fameuse triplette, monument, maillot jaune, victoire d'étape. Est-ce qu'elle n'est tout simplement pas en train de changer, Kim Lecourt, l'image du cyclisme mondial ? Tout à fait. Aujourd'hui, Kim Lecourt sait qu'elle a déjà gagné plus qu'une course. Elle a vaincu ses doutes, renversé les pronostics et fait tomber les barrières. Je me dis juste, continue. Même quand tu as peur, il faut tout tenter. Ça, c'est ce qu'elle confiait après sa course Liège-Bastogne-Liège. C'est l'histoire finalement d'une outsider devenue championne et peut-être, qui sait, d'ici quelques jours, la première africaine à remporter le Tour de France femme. Merci Reza pour cet hommage et un hommage aussi de Marie, notre dessinatrice. Oui, alors Kim Lecourt et le gagne.
Très bon, merci Marie. C'est comme chaque vendredi, eh bien, chers clubistes, vous avez choisi une photo qui illustre un autre sujet d'actualité de la semaine. Et Blanche, on commence avec vous et une photo de la tribune de l'ONU. Oui, ma photo, elle a été prise mardi à l'ONU et on y voit Jean-Noël Barrot et à ses côtés, le ministre des Affaires étrangères saoudien. Souvenez-vous, il y a encore quelques semaines, on disait que l'initiative diplomatique française de reconnaissance, en tout cas d'annonce de la reconnaissance d'un État palestinien était un coup d'épée dans l'eau. Force est de constater que c'est plutôt une victoire diplomatique pour le moment, puisque dans la foulée de l'annonce de la reconnaissance à venir de la France, ont suivi le Royaume-Uni, le Canada, le Portugal, encore aujourd'hui. Et donc on voit qu'on se dirige pour l'Assemblée générale du mois de septembre à une avancée notable, alors pour le moment peut-être symbolique, diront certains, mais en tout cas une véritable avancée et la France peut, je crois, s'enorgueillir aujourd'hui d'en être à l'origine. On y reviendra demain dans le club international de 28 minutes. Jean Quatremer, à vous. On parlait des vacances des restos routiers. Vous avez choisi, vous, une photo justement de nos autoroutes. Voilà. Ah oui, pas très glorieuse. Non, mais la saleté française, j'avoue que c'est quelque chose d'assez étonnant. D'après un sondage, 20% des Français balancent leurs déchets par la fenêtre de la voiture. Alors, je ne vous cache pas, dans les années 50, avec mon papa... Vous faisiez ça aussi. Pas moi, parce que j'étais trop petit, mais mon père balançait effectivement ses canettes par la fenêtre. Personne ne se posait la moindre question. Mais je pensais que dans ce monde merveilleux qu'on nous décrit depuis 25 ans, ce monde un peu woke, éveillé justement au danger de la pollution, le monde avait changé. Et on s'aperçoit que non, d'ailleurs, il suffit de circuler dans Paris, de prendre les routes, etc. Tout est sale. Allez dans les pays asiatiques. Aller en Chine, aller en Thaïlande, etc. Aller en Malaisie, c'est plus propre. Le message est lancé. Nous sommes un pays de cochons. Alors, vous reviendrez dans 20 ans. On reviendra dans 20 ans, dans 28 minutes, et vous nous direz si ça a changé. Cher Jean, Thomas Porcher, c'est à vous pour votre photo sur une pilule un peu particulière. Ben oui, c'est la pilule la pilule pour hommes, la pilule contraceptive pour hommes. Alors moi, qui ai un certain âge maintenant, j'ai vraiment vécu toutes les tendances qu'il y a eu en termes de protection. Et c'est vrai que dans les années 90, les filles prenaient la pilule même pour l'acné à l'époque. On leur donnait pour l'acné, parfois très jeunes, etc. Et puis après, depuis les années 2010, on constate quand même qu'un certain nombre de personnes, de mes partenaires, ne prenaient plus la pilule. Donc il y avait en fait trois solutions pour l'homme, le préservatif, la vasectomie et la technique ancestrale du retrait. Et je trouve ça bien qu'il y ait aujourd'hui la possibilité d'avoir une pilule, sachant que quand même, entre des mains mal intentionnées, si quelqu'un dit qu'il prend la pilule et qu'il a une relation sexuelle, c'est la femme qui sera enceinte et pas l'homme. Voilà. Alors justement, ça a inspiré non, mais c'est vrai que à Marie Morel, qui aimerait que ça aille assez vite tout de même, cette pilule masculine. Eh bien oui, parce qu'avec un essai clinique en 2025, mon mec devrait pouvoir la prendre après ma ménopause. Merci, chère Marie. Il est temps de retrouver notre désenchanté préféré. Vous le connaissez, Benoît Forjard. Ce soir, dans sa Dérive des continents, il se pose la question que tous les parents se posent. Comment se faire respecter dès tout petit? Voici sa réponse. Bonsoir Benjamin. De plus en plus précocement conscients de la faiblesse des adultes, certains enfants tentent d'imposer leurs lois dans l'espace privé. Est-il normal que ma fille de 4 ans dise non à tout, que chaque séquence du quotidien se transforme en une performance qui impressionnerait par sa fureur un actionniste viennois automutilateur? Avant d'être papa, je pensais que je saurais y faire. Quand il m'arrivait d'entendre un enfant piquer sa crise dans un train, je gardais le silence, consterné, convaincu que les gens ne savaient pas s'y prendre, que trop occupés à noter leur généraliste, ils avaient manqué de l'attention minimale apportée à leur petit bout avant d'en perdre le contrôle. Un dégât des eaux, on bourre une chaussette dans la fuite, puis on appelle le plombier. Mais un enfant de mauvaise foi, que rien ne ramène à la raison, où mettre la chaussette? Quel spécialiste alerté? Nos armées sont inégales. Ma fille dispose d'une endurance que je n'ai plus et d'un large éventail de nuisances. Sa petite taille pourrait être un handicap, mais elle en joue merveilleusement pour former au sol une boule compacte, difficile à saisir. Et puis elle a l'opinion pour elle. Le lobby des enfants accomplit depuis des années un travail remarquable pour imposer son soft power. La culture kid a tout envahi. Il n'est qu'à observer les sièges Haribo des Ouigo ou le groupe d'intervention Macron-Merz-Starmer-Tusk, clairement inspiré par la patte patrouille. Et nous, moi, quels sont mes atouts? Comment répliquer? Le dialogue? Encore faudrait-il que la partie adverse veuille négocier. L'autorité? Au nom de quoi? Les bilans spectaculairement lamentables de certains adultes notoires plombent ma légitimité.
Je constate toutefois que je ne suis pas le seul parent à traverser une mauvaise passe. Derrière les sourires de façade, j'observe les cernes, les rides prématurées. Ma fille a beau répéter qu'elle sait tout mieux que moi, je le conteste. J'ai le permis B, connu 2 mariages et 7 présidents. Sans solution, je me rabats sur la tendresse en espérant qu'elle agisse sur le long terme. À la colère, j'oppose l'amour. On va voir ce qu'on va voir. Bien qu'adultes, nos pouvoirs ne sont pas nuls. Merci, cher Benoît. Merci à vous, chers amis, autour de la table. Et merci aux indispensables équipes en coulisses. Et bien sûr, merci à vous pour votre fidélité. On compte sur vous, d'ailleurs. Demain, rendez-vous à 20h05 pour le Club international de 28 minutes. Et comme d'habitude, on va se quitter en musique avec un clin d'œil à notre invité et ses restos routiers. Un roman graphique, un roman photo et non un roman graphique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'indicatif musical de l'émission radio mythique Les routiers sont sympas, signé, s'il vous plaît, par Vladimir Cosma. À demain. Tchuss.